Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Spin Elite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nel. On va review un de ses gameplays en 2 € sur Parions Sport. Salut Nel, ravi de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter Bonjour. un peu, nous dire comment ça va déjà? Ça va très bien. Et toi, du coup? Au top, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. On va voir quelques dingueries, donc c'est cool. Bon, du coup, je m'appelle Nel, comme tu viens de le dire. J'ai 24 ans. Je suis étudiant en mathématiques financières. Ok, J'ai commencé le poker réellement depuis début de l'été dernier. d'accord. Mais par contre, ça fait un petit moment que je suivais des lives de YoViral, par exemple, ou ce genre de nom, quoi. Et j'ai commencé du coup le poker en fait avec Léo. On était parti au ski, je l'avais vu jouer, etc. Ça m'avait donné envie. Donc Léo qui est Et un autre joueur Spin Elite qui lui joue en 100 € en spin. il est un petit peu meilleur. Et il est un tout petit peu meilleur pour le moment, mais tu vas le rattraper, je pense. Et du coup, bon, bah, j'ai commencé bien sûr par faire des conneries, hein, comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer et sans savoir quoi que ce soit et donc à perdre de l'argent. Ok. Et, T'as été plutôt agressif au début avec ta bankroll ou quand même raisonnable? non, ça va, j'ai toujours été raisonnable quand même. Ok. On est sur une perte de peut-être 150 euros en cumulé, quelque chose comme ça. Tu les as C'est pas non récupérés plus. depuis? Oui, large. Ok. Large, Cool, large, cool, large. cool. Ça a été assez vite en réalité. En fait, j'ai été perdant dans les basses limites que pendant peut-être 2 semaines, un truc comme ça. D'accord. Et après, ça va, je me suis stabilisé. Du coup, on va passer à ton gameplay après cette petite intro. Donc, on est en 2 € sur Parions Sport. Ça fait combien de temps que tu gagnes la room? Ça fait depuis début janvier, je crois, Ok. si mes souvenirs sont bons. Comment ça se passe jusqu'à présent? Ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression qu'il y a plus de règles, même en 2 €. J'ai l'impression qu'il y a des règles, alors que par exemple sur les autres rooms sur lesquels je suis passé avant, j'ai l'impression que c'était vraiment que des fiches. Il y avait très très peu de pseudos que je revoyais en 2 €. Et Dac. là, il y en a quand même beaucoup que je recroise quasiment tous les jours. Ok, bah tu nous diras quand on jouera contre des règles. Du coup, moi j'ai sélectionné quelques mains que j'ai trouvées particulièrement intéressantes et qui sont parfois symptomatiques des erreurs qu'on va retrouver en petite limite. Et Ok. parfois, au contraire, j'ai l'impression que tu fais des choses plutôt très bien par rapport à ce qu'on voit en général à ces limites-là. Donc, la première main, c'est 6 et 4S. Tu vas défendre le min raise, normal. Ce serait un peu abusé de fold. Check, pas de donk, même si j'ai vu que parfois tu pouvais être assez fan du donk. Bah, c'est un truc de Doberman Ok. qui m'en a pas mal parlé, enfin qui en a pas mal parlé en coaching et que je trouvais pas mal. Doberman qui est un coach finaliste, du coup, maître de l'exploitation. Et ici, tu te retrouves river avec quasiment un pot size bet, un léger overbet, 120% pot en gros, et tu vas décider de faire un petit sizing. Enfin, en gros, tu fais la moitié de ce que tu pourrais faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton raisonnement ici? Et puis, moi, je te donnerai mon avis. Bah, là, avec du recul, c'est pas très malin parce que mon idée, c'est clairement de garder les 8 qui sont là, mais au final, sur un bet comme ça, je pense que les 8 partent quand même. Et il y a un point important dont il faut se souvenir, c'est qu'il a pas continuation bet. Ah ouais, effectivement, donc il avait probablement pas une main faite. Donc, il a très peu de 8 et il a min raise pré-flop. Donc, difficile d'imaginer qu'il ait des 3 et des 2. En tout cas, il y en a un peu moins que s'il avait limpé. Et puis, même, c'est quand même les cartes qui va avoir tendance à le plus fold pré-flop. Donc, assez peu de paires. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on garde plus grand-chose au final, dans tous les cas. En fait, je me mets même à me demander si on devrait pas presque check pour le laisser bet parce qu'en tous les cas, il a plus grand-chose et s'il a quelque chose, bah, j'ai l'impression que ça nous crush. C'est-à-dire que ça va être une couleur, quoi. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'as dans sa range ici, parce que c'est cohérent avec le fait qu'il ait min raise pré-flop, c'est des mains fortes, donc Ouais. il va plutôt préférer les min raise que les limp de façon générale. Et en plus, à la turn, les as vont très souvent te payer puisqu'ils ont aussi une gut shot. C'est pas comme s'il était juste en train de te payer hauteur as, malgré le fait que t'aies fait 3 quarts pot. Ouais, effectivement. Donc les as qu'il a décidé de passer bet au flop, ce qui est cohérent aussi, enfin ça paraît raisonnable, il va tout le temps les Ah, payer il à a la ses turn. 4 aussi. Et il y a aussi, c'est le dernier point, il peut avoir des 4, même s'il n'y en a pas énormément, encore une fois à cause du min raise. Mais quand même, les 4, c'est des mains qui va jamais fold. Et je pense que les as, c'est un peu pareil, il va presque jamais les fold quand tu fais tapis. Et les 4, en fait, tu les crush puisque bah, t'as une suite qui est un peu meilleure. Donc je pense que là, c'est un gros misvalue. Faut bien faire attention dans ces situations où on a une main très forte, toujours se poser la question, combien est-ce que je peux prendre au maximum et est-ce que j'ai la possibilité de faire tapis du coup? Et Ouais. là, clairement, t'es dans une situation où tu peux faire tapis avec une main qui est quasiment la meilleure main possible. Il y a des flushs, mais c'est très peu de combos, ça représente peu de mains, d'autant plus qu'il aurait très souvent continuation bet avec ses flush draws. Donc attention à ces situations. On va voir que dans d'autres situations un peu plus tard, t'as trouvé des petits sizing et c'était plutôt pertinent Ok. dans ces situations-là. Donc ça va être assez intéressant. On va passer à la main suivante. Progresser au poker, ça peut paraître compliqué, ça peut prendre beaucoup de temps et c'est pour ça que chez Spin Elite, on a développé une solution avec un accompagnement quotidien pour vous aider
aider à atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Que tu sois joueur de MTT, de spin, tu pourras bénéficier d'un accompagnement personnalisé, de coaching technique, de coaching mentaux, de notre Discord privé où tu pourras poster toutes les mains qui t'ont posé problème, de nos outils spécifiques comme nos ranges, à la fois GTO mais aussi exploitantes pour exploiter justement le fil de récréatif mais aussi de joueurs réguliers. Donc t'as accès à tout ça quand tu nous rejoins. Le dépôt de candidature prend moins de 3 minutes, tu peux le faire sur notre Discord affilié. Sur Discord, tu peux poser toutes les questions sur le stacking coaching. Chez Spin Elite, on met tout en œuvre pour que tu aies le plus de chances possible de réussir dans le poker. C'est pour ça qu'on a négocié avec Parion Sport pour que tu aies les meilleurs bonus de bienvenue et le meilleur rakeback sur la room. Donc affilie-toi, le lien est en description sur la vidéo YouTube. Enfin, évidemment, en rejoignant Spin Elite, tu rejoins une communauté, tu rejoins plus de 150 joueurs qui nous font confiance actuellement et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont gravi les plus hautes limites du point .fr, que ce soit en MTT ou en spin. Spin Elite, c'est le tremplin idéal pour t'accompagner dans ta progression poker. Allez, on repasse à la review de Nel, c'est parti. Donc, t'as Dame Valet off au bouton, tu décides de min raise. Le board vient Dame 8-7 avec un flush draw. Ici, t'as un joueur qui fait un move typique des récréatifs. Il va décider donc. Là, tu réfléchis un peu. On voit que tu réfléchis à call. J'hésite entre call et raise. Ouais, tu raise et c'est très bien. Je pense que tu peux faire tapis directement. Pourquoi est-ce qu'on peut faire tapis directement ici? Parce que, admettons qu'il ait une main comme Valet 9 de pique ou Roi 9 de pique, ce genre de main. En fait, tu lui donnes des cotes qui sont ultra attractives et tu lui fais pas faire d'erreur tellement. Juste, il a un call qui est très facile. Il va pas faire d'erreur. Tu lui donnes 2 bonnes cotes. Donc, je pense que tu as intérêt à raise à tapis dans cette situation. Il y a aussi la possibilité qu'il ait fait ça avec une main comme Roi 8, par exemple, et il va call ce raise-là, mais il aurait aussi payé face à tapis. La turn vient un 9 ou un 10, et en fait, tu peux plus prendre de value sur cette main-là, puisque maintenant, le board est un peu trop effrayant pour lui, donc difficile de prendre de la value. Là, quand je fais ça, c'est aussi, je me dis que dans tous les cas, je garde les dames, mais dans tous les cas, effectivement, je les aurais gardées à tapis. Je pense qu'elles seraient venues à tapis. Aussi, je me dis que s'il y a un pic qui ne tombe pas, du coup, à la turn, ça va être aussi un moment de faire tapis. Il va call, et là, avec une cote qui est très défavorable, j'ai l'impression qu'il va souvent call quand même. C'est un peu compliqué parce que ça veut dire aussi quand la turn est un pic, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il faut y aller quand même. Il te reste 12 dans un pot qui va faire 26. Tu peux plus vraiment t'en sortir parce que il y a des cas où il a encore Dame 4 et si jamais tu te retrouves à check puis fold river, c'est catastrophique. Il y a des cas où il a une main comme 9 et 8 avec le 9 de pique et il part à tapis à la turn. Si tu te retrouves à fold, c'est catastrophique. Donc de toute manière, tu vas devoir mettre tes jetons à la turn. Tu peux pas t'en sortir en te disant je joue parfaitement dans les cas où il a un flush draw, je vais réussir quand il hit à pas me faire prendre plus d'argent et quand il hit pas, je vais réussir à tout lui prendre quand même. Ça va pas trop marcher, quoi. Ok, effectivement. J'avais pas pensé. Et là, du coup... Et là, effectivement, je pars à tapis. On part à tapis. On serait parti à tapis sur quasiment toutes les turns possibles. Il a 9 et 6. Donc, petite note à prendre. C'est un truc aussi sur lequel on va revenir. Tu prends pas de notes pendant le gameplay. En tout cas, je t'ai pas vu en prendre. C'est une bonne habitude. Ouais. Là, t'es sur les 2 euros. Tu vas rencontrer beaucoup de joueurs différents, mais tu me disais quand même qu'il y a quelques joueurs que tu revois tous les jours. Dont lui. Dont lui, ok. Mais j'ai une petite note sur lui. J'ai mis qu'il s'enflammait très vite. Ok. Lui, pour le coup, je pense que c'est probablement un récréatif régulier parce que la façon dont il a joué est quand même surprenante pour un joueur régulier, on va dire. Enfin, sérieux. Mais bon, en tout cas, il a l'air talentueux puisqu'il a fait le 5 à la turn. Mais ouais, c'est très important de prendre des notes et c'est une habitude qui va beaucoup te servir au fur et à mesure que tu vas commencer à jouer sur des pools de joueurs qui sont un peu plus réduits. Ça va beaucoup t'aider et en plus d'être une bonne habitude, ça t'entraîne à utiliser les informations que tu récupères, à te demander, bon, ok, il a fait ça, comment je m'en sers pour ajuster ma stratégie et pour prendre des décisions qui vont générer plus de jetons que ce que j'aurais fait sans avoir cette information-là. Et au poker, c'est vraiment la clé pour réussir, c'est le traitement des informations et ce que t'en fais derrière. Ok. Un petit détail d'un point de vue mental ici, est-ce que t'es affecté par ce genre de situation? La turn a été un peu heureuse pour lui, ça se passe mal pour toi du coup. Comment tu te sens dans ce genre de spot? Ouais, là ça me frustre en fait. Okay. En fait, si jamais j'ai fait un all-in où les pourcentages étaient bons au début, ça va. Ouais. Et si au moment où j'ai mis les jetons, j'avais 0% et lui 100% ou un truc comme ça, même si je sais que c'était un bon choix, ça me frustre. Ok, ouais. Et en général, je prends une pause après ça, après des trucs comme si ça m'arrive 2-3 fois d'affilée. D'accord. Mais tu pars pas en gros tilt à faire. Ça peut. Ok. Peut-être un petit axe d'amélioration. Clairement. Mais j'essaye déjà d'y faire attention en fait, parce que c'est en partie parce que je sais que ça a détruit mon CEV de faire un truc comme ça. Enfin, ça le détruit à court terme, ça à long terme, je sais que non. Et donc déjà, j'essaie de plus le regarder du tout. Ok. Donc, clairement, tous ces moments
moment où tu perds ton focus et ça a un impact qui est vraiment désastreux sur ton CEV aussi. Ça vient du fait que justement, t'as pris une bonne décision et malgré ça, ton CEV plonge parce qu'il a eu un peu de réussite à la turn. Ouais. Et d'ailleurs, quelle note tu prendrais du coup exactement là-dessus? Déjà que quand il donk 3 quarts pot, ce qui est important de se rendre compte, c'est que c'est pas des mains qui vont fold, c'est des mains avec de l'équité, mais pas forcément de nuts. Donc il faut pas avoir peur ici quand t'as un flush draw, quand t'as même une main comme As-8 ou Roi-8, de mettre les jetons au milieu. Et il faut surtout pas slow play, parce que tu vas te retrouver dans des situations, admettons là que t'es Dame Valet, où tu vas just call, peut-être que la turn va venir un Roi ou un As, il va arrêter de bluffer, et alors que t'aurais pu tout prendre dès le flop, parce qu'on sait qu'il le fait avec de l'équité, et de l'équité qui est difficilement foldable. Et un truc aussi qui se passe avec les récréatifs, c'est qu'ils ont une façon caricaturale de jouer, et que globalement, avec un type de main, ils vont faire toujours la même chose, avec un autre type de main, ils vont prendre une décision qui va être toujours la même, mais qui va être différente. Et donc, les notes vont être assez précises et permettre de faire des déviations assez drastiques. Ok, d'accord. Alors, on est sur cette table, t'as Roi 6, tu vas call un min-raise. Donc déjà, premier truc, c'est que quand ton adversaire min-raise, surtout si c'est un récréatif, lui, je sais pas exactement ce que c'est le même joueur. Il va c-bet quasiment 100%. Il va c-bet 100%, mais déjà, pré-flop, il a 3 options. 3 options valides, on va dire. Raise, limpé et fold. Et globalement, tu peux le voir, tu peux hiérarchiser ces 3 options en te disant les mains les plus faibles vont fold, les mains un petit peu meilleures mais pas hyper fortes vont limp, et les mains les plus fortes vont raise. Évidemment, il va y avoir un peu du flou entre ces catégories, et plus les joueurs sont bons, plus ils vont mixer entre les limps et les raise pour qu'il y ait des mains fortes à la fois dans les limps et à la fois dans les raise. On va pas mettre de mains fortes dans les folds juste pour être équilibré, ça fonctionne pas comme ça. Mais quand tu joues contre un récréatif ou un joueur qui est pas très fort de manière générale, il va pas faire cet équilibrage et il va pas essayer de déguiser un peu ses ranges en mettant des mains très faibles dans sa range de min-raise. Donc là, tu dois avoir un peu ce signal d'alarme de je fais face à une range qui est plus forte que d'habitude, sauf si j'ai des infos contraires. Par exemple, je sais qu'il min-raise toutes ses mains, il a pas de stratégie de limp. L'autre point qui est important ici, c'est que je vois que tu as un HUD. Puis j'ai une note comme quoi il est très agressif. Ok. Sur lui. Mais tu vois, par exemple, t'as pas mal de mains sur les joueurs qui sont aux tables là. Lui, tu vois qu'il joue 60-28. Donc il a 60% de VPIP, 28% de pré-flop raise. Si on va sur la table 2, ce qu'on peut voir, c'est que sur cet adversaire-là, il joue 50-36. Donc il joue moins de mains, mais par contre, il les raise plus souvent. Donc ce qu'on peut déduire de ça, c'est que il raise à une fréquence qui est pas si élevée que ça par rapport aux autres joueurs qui sont présents sur la table d'à côté. Mais par contre, probablement que c'est avec une range qui est assez forte. Donc tu décides de call le c-bet. Dans ce genre de situation là où il y a 100% de c-bet, j'ai tendance à call une fois, voir ce qui se passe, et s'il montre vraiment de la faiblesse, etc., pouvoir aller le re-raise. T'as dit une chose qui est intéressante ici, c'est call une fois. Ah ouais, donc tu recolles à la turn. Et ici, c'est un peu compliqué parce que t'as pas vraiment de perspective intéressante dans cette main. Tu bats, c'est pur bluff, c'est sûr, mais tu perds aussi contre des semi-bluffs type roi 10 ou ce genre de main. Même dans le cas où tu fais ton roi, il est pas clean du tout puisque ça fait rentrer straight. Les as te battent déjà. Il y a des doubles paires qui vont rentrer, des mains comme roi 9 qu'on pourrait imaginer comme ça. Donc t'es un peu en train de mettre de l'argent dans une situation où, il faudrait vraiment un scénario très favorable pour que ça se passe bien pour toi, et c'est un peu compliqué. Tu peux même envisager de fold flop dans la situation où il a min-raise pré-flop en te disant c'est une range qui est strong, il y aura des spots qui seront plus faciles et pas besoin de s'embarquer là-dedans. En fait, il y a rien qui, même s'il y a un roi, au final, je suis même pas si content de ça, que ça te call dès qu'il va augmenter le sizing. Ouais, le seul cas où c'est bien pour toi quand il y a un roi, c'est que s'il refait une bébé, là t'as pas vraiment de décision, tu dois call. Mais s'il commence à faire 3 quarts pot, il faut fold. Alors qu'on a touché, c'était au final la meilleure carte qu'on pouvait toucher. Exactement, c'est le meilleur scénario. Donc, nouvelle main. Ici, t'as 10 et 3 off. Tu décides de limper. Très bien, ce serait une catastrophe de commencer à fold ces mains-là, surtout à cette profondeur. C'est des mains qu'on peut envisager de fold quand on est genre 7 ou 8 bébés deep ou moins. Mais encore, ce serait très très mauvais de le faire contre des récréatifs parce que ils vont pas te mettre suffisamment de pression pré-flop. Post-flop, ils vont faire des grosses erreurs qui vont permettre en fait de transformer ces mains qui, dans un environnement théorique et GTO, seraient perdantes à ces profondeurs-là en très largement gagnantes contre récréatifs. Donc vraiment important de jouer beaucoup de mains contre les joueurs qui sont un peu plus faibles. Ici, il nous confirme que c'est un joueur faible puisqu'il décide de donk au flop. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur c'est des joueurs que tu vois régulièrement, mais en fait, c'est des récréatifs, quoi. C'est
Ouais, des clairement. joueurs assez faibles. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Tu aurais l'option de raise ici, puisque globalement, la façon dont les récréatives vont organiser leur donk au flop, ça va être pas mal de draw, de bottom pair, de middle pair, où ils essayent en fait de s'éviter une situation difficile. Ils ont une main moyenne avec laquelle ils sont satisfaits d'arrêter le coup tout de suite et ils veulent s'éviter des souffrances par la suite et que tu puisses leur mettre des gros parpaings. Donc là, t'as une situation intéressante pour raise. C'est pas grave si tu le loupes. Bon, ok. Il décide de continuer avec une bébé. Encore une fois, tu aurais l'option de raise. Très peu probable qu'il ait un roi. Soit il l'aurait isolé pré-flop et il y a assez peu de mains avec des rois qui auraient envie de donk au flop. Bon, il y a quand même roi 2, roi 7. Mais voilà, c'est peu de combos. Et puis, beaucoup d'entre eux vont être isolés pré-flop. Donc, toujours l'option de raise à la turn. Et là, bah, c'est un peu comme la situation dont on parlait juste avant. Il fait une bébé, t'as pas de décision, t'as juste un call. Et ce qui est important ici, c'est prise de note immédiate. On voit qu'il a fait ça avec une deuxième paire. Donc, un type de main auquel on s'attendait. Mais ça vaut le coup de prendre l'info, surtout que t'es en train de jouer que 2 tables, donc... Pas ce genre de note, effectivement, alors que ça, c'est, comme tu dis, t'avais directement le genre de main qu'il avait dès le flop. Et moi, là, à ce moment-là, en fait, je sais pas trop ce qu'il a. Ouais, quand on est au flop, quand il me donk une bébé, je sais pas s'il a top pair, s'il a une flush draw, si... Il peut avoir des flush draws, il peut avoir des top pairs, mais majoritairement, ça va être des mains vulnérables, des 7, des 2, des gut shots, ce genre de choses. Donc ici, il a joué de façon assez prévisible, c'est quelque chose que tu vas l'emmagasiner avec l'expérience, tu vas avoir un feeling pour ces situations qui va être de plus en plus précis. Et là, maintenant, il y a l'option de passer un peu au niveau supérieur, c'est, ok, quand il donk, je sais qu'il a ce type de main. Et du coup, je vais pouvoir m'adapter en raisant mes 10 et en prenant un peu plus de value que ce que j'ai fait là. On peut imaginer ici, par exemple, que tu fasses 3 au flop, encore 3 à turn, et que tu arrives à prendre, du coup, 4 bébés supplémentaires, puisque 2 bébés de plus au flop, 2 bébés de plus à la turn, ce qui fait quand même une grosse différence en termes de V. L'autre aspect de cette information, et c'est comme ça que le poker fonctionne, c'est en gros, faut voir la stratégie comme un jeu avec des cases, et quand on met quelque chose dans une case, ça veut dire qu'on peut pas le mettre dans une autre. Et ici, ton adversaire, quand il met ce type de main dans la case donc, elles peuvent plus être dans la case check. Du coup, quand il check, ça veut dire qu'il a moins de paires, puisque il va donc au moins une partie d'entre elles, les middle, probablement les bottom, et on sait pas comment... C'est malin de penser comme ça, c'est malin. Et du coup, quand il check, ce que ça implique, c'est que il a beaucoup plus de R et beaucoup moins de paires. Et du coup, quand il check, tu vas pouvoir ses bêtes à très haute fréquence, ce qui est notre stratégie de base dans tous les cas. Mais on sait qu'on fait face à une range qui va être très très faible et qui contient très peu de paires. Ok. Donc prise de notes et puis après un peu de stratégie. Ok. Effectivement, je voyais pas ça comme ça. C'est vrai que là, pour moi, en fait, même à la river, j'ai un petit peu peur qu'il ait touché ses draws. Je me dis, il a peut-être 9 et 8, il a peut-être flush draw et tout ça qui a touché. À la river, c'est trop donc, ambitieux de façon d'imaginer raise pour value. Effectivement, là, il y a 9 et 8 qui est rentré. Et surtout, même si t'arrives... Mais le roi, c'est une brique, en fait. C'est vrai que... Le roi, c'est une brique, par contre. Mais même si t'arrives à éliminer les flush, par exemple, river, ou les straight, ou même des doubles paires, je sais pas comment tu pourrais réussir à les éliminer vraiment de sa range, mais bref, même si tu arrivais à le faire, la difficulté, c'est que quand tu raises, il faut quand même que tu sois payé par moins bien. Et bon, la plupart des joueurs vont quand même fold un set quand tu les raises river ici. Donc, ouais, ok. On va passer à la main suivante. Alors, on attaque avec la main suivante. Donc, valet 9, tu fais face à un min raise. La défense, c'est logique. Ici, c'est le même joueur qui, quand on avait roi 6, qui avait décidé de continuation bet, puis bet une bébé. Ouais. C'est aussi quelque chose qu'on peut essayer un peu d'extrapoler. C'est si on commence à avoir des gros sizing chez lui, on va avoir nos signaux d'alerte qui vont se déclencher, puisqu'on l'a vu mettre des petits sizing sur flop turn river avec son 7 et 4. Donc, c'est quelque chose qu'on va garder en tête. Là, il check, plutôt une bonne nouvelle pour nous. Mais là, tu t'es transformé en patineur artistique. Donc ici, tu bêtes. C'est pas catastrophique encore, mais bon, le check est quand même plus intuitif. J'imagine que ton raisonnement, c'est de te faire payer par des mains comme roi-valet Exactement. Ou ce genre de choses. C'est peu de mains quand même. Ça représente peu de combos. Et là, par contre, river, roi-valet, tu bats plus. Les flushs sont rentrés. Les 7 qui ont pu te payer à la turn sont toujours là, et tu décides de bet à nouveau. Et là, faut vraiment mettre de l'ordre dans tes idées sur pourquoi tu bêtes. Et globalement, il y a 2 raisons principales pour simplifier un peu les choses. Soit t'es en value et t'as envie de te faire payer et tu estimes que tu vas te faire payer très souvent par des mains que tu bats. Est-ce que c'est le cas ici? Là, l'idée, c'est comme j'ai fait que des sizing qui étaient pas énormes, etc., je veux garder les 9 moins bons parce que, maintenant, en fait, il a open raise en plus. Donc, il aura probablement des 9 meilleurs que les miens. Et puis, ils vont fold quand même
assez souvent, quoi. Ouais, je voulais garder les 6 et les 8 aussi. En fait, je me disais qu'il aurait été plus agressif s'il avait eu un 7, parce que j'ai vu que j'ai mis une note agressif. Après, effectivement, les rois valets on bat plus, dame valet, Roi-Dame dans non tous les cas, plus. on battait Roi-Dame qui est un pas. candidat. Roi dame aussi, ouais, ok, effectivement, en fait, il y a beaucoup plus de mains Ouais, il y a tous les sets. qui nous crush, ouais. Il y a beaucoup de mains très très fortes, donc on est dans une situation où bon, on a juste un check et on sait que l'avantage du check aussi ici, c'est que il débouche sur une décision qui est très facile où tu sais que tu vas toujours avoir raison ou dans 95% du temps avoir raison. Si tu fais face à un bet, bah il faut simplement fold parce que extrêmement difficile d'imaginer un bluff de sa part. On pourrait imaginer peut-être une main comme As-Dame qui blufferait à la river, mais il y a beaucoup de récréatifs qui vont simplement check s'ils avaient call avec As-Dame, donc là un bet un peu Là, même un petit bet, tu fold river? Genre s'il bet, j'en sais rien, 2 dans 8 ou quelque chose comme ça? ouais, je pense. Peut-être que je colle sur une bébé, mais Ok, ah oui, à ce point-là. mais c'est tellement difficile d'imaginer des bluffs ici que et là on a bon, un fold très facile et tu le prends Ouais. sans hésiter, donc ça c'est bien. Ouais, mais bon, c'est 3 bébés perdus gratos, quoi. Ouais, le bet turn, pourquoi pas. Les deux options se défendent entre check et bet turn, mais le bet river, il est vraiment trop ambitieux. C'est pas grave. C'est bien aussi d'essayer d'aller chercher les petits edges, d'essayer d'extraire tout le temps de la value. Faut juste que le curseur, bah, à un moment, tu vas trouver le bon niveau et ça va marcher tout seul, quoi. Ok, ok. Mais c'est dur d'avoir en tête 100% des mains qu'il est en train de jouer. Effectivement, là, comme ça, en mettant pause, ça, j'ai le temps de les trouver. Mais en partie, dès qu'en plus on commence à rajouter des tables, ça commence à être assez difficile d'avoir toutes les mains en tête, effectivement, de se dire, bah ok, maintenant il y a roi-valet, il y a ceci, il y a cela. C'est hyper pertinent ce que tu dis et en fait, si tu prends tes décisions sans essayer de le mettre sur une range, bah tu vas pas progresser sur ce skill en particulier qui est d'essayer d'établir quelle est la range de mon adversaire, quel type de main il peut avoir ici et du coup, c'est un skill qu'on pourrait traduire par la lecture de main en fait. Essayer de comprendre quelle main peut avoir ton adversaire. En fait, quand tu as une bonne lecture de main, toutes les décisions sont plus faciles parce que tu te rends compte quand il y a trop de bluffs dans une situation donnée, tu te rends compte quand il y a beaucoup de mains fortes et peu de bluffs possibles. Et du coup, bah, tes hero calls sont plus pertinents, tes value bets sont plus pertinents, tout est plus pertinent en fait. Et t'as un bon moyen de les travailler, justement, ça? Il faut juste le répéter in-game et essayer d'être critique sur le processus. Donc par exemple, t'essayes d'évaluer la range de ton adversaire et tu te rends compte que t'as tapé complètement à côté. Bah, essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est un créatif qui fait n'importe quoi, c'était imprévisible? Ou est-ce que contre un joueur régulier, par exemple, t'as juste mal compris le spot ou mal identifié quelle était sa range et voilà. Mais le faire tout le temps in-game, se dire qu'est-ce qu'il peut avoir ici, quels sont ses bluffs potentiels, quels sont ses values potentiels, sur quoi est-ce que moi je peux value quand je bet, qu'est-ce qui me crush, etc., etc. Okay. Et en fait, au bout d'un moment, ça vient, t'as même plus besoin d'y penser, quoi. C'est comme les CS sur League of Legends, j'imagine que les top joueurs, ça leur demande presque pas de concentration, quoi. Donc, main suivante, t'as 10 et 7 off, tu décides de défendre face à un flat un open du bouton, un flat de la small blind. On a failli donc. Ouais, j'avais pas vu que ça. En fait, j'avais oublié que ça avait été min raise. Ok. Je l'aurais donc si c'était un polympé. Ok. C'est vrai que je le fais très peu. Ça fait pas partie de ma stratégie. Pourquoi pas? C'est pas un truc que j'ai trop étudié. Le donk en multi-way polympé. Bah, en fait, j'ai essayé parce que du coup, Doberman en avait parlé et ça simplifie souvent en fait les choses parce que déjà il y a souvent un fold au moins. Ouais. Et après, au final, ils vont très vite te dire ce qu'ils ont dans la main. Ils vont souvent raise si jamais ils ont vraiment touché, te call s'ils ont rien de particulier, etc. Donc en fait, tu vas très vite avoir une idée de contre quoi tu fais de la value, peut-être contre quoi tu joues, quoi. Ouais, je vais pas trop me mouiller là-dessus parce que c'est vrai que je le fais pas du tout. Du coup, il s'est bet Mipo. On pourrait réfléchir à fold ici, sauf que Mipo, c'est vraiment le sizing de base des joueurs récréatifs. C'est celui qui est le plus utilisé. Donc, c'est juste un sizing standard. Par contre, s'il avait fait 3 quarts pot ou 70% pot, ici j'aurais fold. D'autant plus qu'il le fait dans 2 joueurs, donc sûrement que ça rend sa range un peu plus forte que d'habitude. À la turn, il continue, et là, si on compare avec la situation où t'avais roi 6 off précédemment, t'as une paire qui peut s'améliorer en brelan, t'as 2 autres pour faire brelan, t'as 4 autres pour faire straight, t'as 3 autres pour faire double paire, même si elle est pas clean, puisque le 9 ferait straight. Du coup, dans le cas où il aurait une main comme As-Valet ou Roi-Valet, bah t'as quand même 2
2 plus 4 plus 3, 9 out, donc 18% d'équité, et t'en as besoin de 25. Au 25. Mais il reste 14 bébés à prendre derrière. Donc dans le cas où tu fais brelan, tu donk chauve, il a As-Valet, il va pas fold. Dans le cas où tu fais straight, tu donk chauve, il a As-Valet, il va call une partie du temps, etc. Et puis il y a aussi le cas où en fait il a roi 10 off ou As 4 off, il est en bluff et il décide de give up river sur une river anecdotique, peu importe. Donc t'es vraiment dans une situation où t'es pas si loin de l'équité nécessaire dans le cas où il a une main très forte, mais il a pas toujours une main très forte, et en plus t'as des cotes implicites qui sont importantes dans le cas où tu fais ton brelan ou ta straight, principalement puisque la double paire est pas clean. Alors qu'on fait face à un sizing qui est beaucoup plus gros que dans la situation avec roi 6 off, c'est un call qui est très important ici. Ah ouais, moi en fait, quand je vois des mi-pot 2 fois d'affilée, j'ai directement l'impression qu'il a une main quand même qui est assez strong. Parce que quand ça fait grossir à ce point-là le pot, j'ai l'impression que ce récréatif a vachement de mal du coup à faire grossir le pot comme ça et va vraiment préférer des sizings qui sont vraiment beaucoup plus légers, quoi. J'ai une petite question pour toi, du coup. Entre un joueur régulier et un joueur récréatif, à ton avis, lequel bluffe le plus, de manière générale? Bah, le joueur régulier. C'est le joueur récréatif. Ah ouais? Ouais, les joueurs récréatifs, en moyenne, sont beaucoup plus agressifs que les joueurs réguliers. Ok. Enfin, c'est pas vraiment leur agressivité globale, mais River, quand ils bet, il y a beaucoup plus de bluff que les joueurs réguliers. Il y a beaucoup de gens qui ont la perception de les récréatifs, ça bluffe pas et ça fold jamais. Il faut jamais les bluff parce qu'ils vont toujours no call. Alors que dans la réalité, c'est l'inverse. Les récréatifs, ça bluffe une tonne et ça fold aussi beaucoup. Bon. C'est intéressant de le savoir. Tout le monde fold beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que là, t'es pas du tout dans une situation où tu peux te dire, il y a vraiment jamais de bluff. Par contre, il y a un truc qui est intéressant ici, c'est que, tu vois, on joue en spin, on a un certain nombre de situations données. Donc, il y a les situations où bouton à open, big blind a défendu, il y a les situations en BVB, et puis il y a les situations en heads up. Les situations qui sont le moins bluffées, c'est quand même les situations où c'est bouton contre big blind, parce que de toutes les situations possibles, c'est celle où les ranges sont les plus strong pré-flop. Du coup, c'est le plus difficile de trouver des bluffs, parce que pour avoir suffisamment de bluffs au bouton, parfois, il va falloir transformer des paires en bluff, ou bluffer des mains comme As-Roi, As-Dame, ce genre de choses, ce qui est pas du tout intuitif pour une partie importante des joueurs. Là, en revanche, je pense que juste les qualités de ta main sont trop fortes pour pouvoir fold, malgré le fait qu'on soit bouton contre big blind. Ok, j'ai l'impression que j'aurais call si j'avais un pic en main quand même, histoire de bloquer ses draws. Bah, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose de bloquer ses draws ici? Parce que, admettons qu'il est roi 10 de pique, par exemple. Bah, c'est quand même une main contre laquelle t'as peut-être 70% d'équité, donc même plus en fait. Il joue les 9, donc 3-9 plus 9 piques et 3 rois. Donc il joue... Ouais, non, t'as 70%. Il a 15 hôtes, donc ok. 30% d'équité, t'as 70%. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait quand il a les piques, quoi. Ouais, ok, effectivement. Parce que avoir 70% contre sa main à la turn, c'est cool. On va passer à la suite. Donc là, t'as la suite off au bouton. Tu décides d'open shove. Je pense que c'est un peu ambitieux. Le problème de ton open shove ici, c'est que la big blind va presque jamais te call moins bien. En fait, ce que tu vas accomplir, c'est faire fold les mains que tu domines, type As-7 jusqu'à As-2, et te faire call par les mains qui te dominent, As-9+. Donc c'est un peu dommage. Moi, quand je fais ça, je me dis que... Ouais, bon, effectivement, il me call quelque chose qui me domine bien. Mais ce que je me dis, en fait, à ce moment-là, c'est que small blind à 5.5, non 5, il est très short, donc il va avoir beaucoup de calls, beaucoup de trucs que je vais crush vraiment très facilement. Je me dis que, du coup, big blind va avoir quand même beaucoup de fold au global. Je me dis, au pire, je récupère une big blind. Bon, bah, c'est comme ça, mais il a aussi des rois valets, peut-être des rois dames qui vont pas fold, des rois dames suités. Trucs comme ça, et donc on garde toutes ces mains là et qu'on bat quand même, donc j'avais l'impression de m'y retrouver à peu près quand même. C'est pas catastrophique et ce serait bien pire si les deux joueurs avaient 18 blindes. Je pense juste que c'est un peu mieux de min raise, d'autant plus que la small blind va partir à tapis d'elle-même très souvent, et tu sais que tu min raise, small blind part à tapis, big blind sur relance à tapis, tu peux fold tranquillement. Ouais, ok, c'est justement pour cette situation que j'ai pas envie de faire ça, parce que j'ai pas envie de me retrouver à fold un A8. Ouais. Mais c'est bien de fold à suite. Ça veut dire que t'es en train de prendre une bonne décision et d'éviter un setup, quoi. Ouais, ok. Et, enfin, c'est pas un setup, du coup, puisque tu peux l'éviter. Mais c'est plutôt bien. Et en fait, tu te retrouves ensuite très souvent heads up contre un joueur qui est moins bon que toi, sur lequel tu vas générer beaucoup de jetons, beaucoup de V. Et le but du jeu, c'est de générer le plus de jetons possible. De gagner le plus de jetons possible. Donc, plus la partie dure longtemps, plus tu peux exprimer ton edge face aux joueurs contre lesquels t'es en train de jouer, plus c'est intéressant pour toi.
Et donc éviter les coups variancés qui n'ont pas un intérêt clair, ça va être important. Ok. Ça va aussi rendre ton grind beaucoup moins frustrant. C'est pas le bénéfice principal, tu vois, on fait ça justement pour générer plus de jetons, mais tu vas te retrouver moins souvent dans des situations qui vont t'user un peu mentalement, où tu vas te dire ah, cette session elle est vraiment compliqué aujourd'hui, je me prends sale coup sur sale coup. Et en fait, si t'en évites... c'est sûr qu'All-in à suite et il te sort as 9, c'est frustrant. Clairement, ouais. Si t'en évites la moitié, c'est pas mal, quoi. Et à partir de... Enfin, est-ce que même t'as des all-in dans ce spot ou... Ouais, tu vas pouvoir all-in des mains qui ont un peu plus de domination, genre As-10 off, As-Valet off, quand il a 18 blindes, et aussi, surtout, des paires de 2 jusque paires de 4, paires de 5. Ok, d'accord. Ah, top and raise quand même, par exemple, paire de 5, paire de 6? Enfin, paire de 6, paire de 7? Ouais, c'est un peu indifférent. Je pense que je préfère les raises. Ok, d'accord. Mais c'est un peu indifférent. Où est-ce que tu mets le curseur exactement? C'est toujours un peu compliqué. Ça peut être paire de 6, ça peut être paire de 7. Pas très grave. Et des trucs comme 9 et 8 suités ou 10 et 9 suités? Ouais, ça, on va vraiment, pour le coup, on va vraiment les min-raise. Ok, d'accord. C'est des mains qu'on pourrait open shove contre des joueurs réguliers, des bons joueurs. Parce que l'avantage de ces mains-là, c'est que contre des bons joueurs, on va réussir à faire fold des mains qu'on domine. Enfin, qui nous dominent, pardon, des mains comme Roi-Valet, Roi-10. Si on a 10 et 9 suités, par exemple, on est très content de faire fold Roi-10. Mais contre des joueurs récréatifs, on n'est pas certain de faire fold ces mains-là tout le temps. Ok, d'accord. Et aussi, un autre point qui est important, et c'est sans doute le plus important, tu min-raise 19 suités, t'es contre un joueur régulier. Bon, globalement, vous avez le même niveau de jeu. T'es en position, c'est un peu plus facile pour toi de jouer correctement, mais pas une situation incroyablement favorable. Tu mets la même situation, mais c'est un mauvais joueur en face, en pot min-raise, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'extraire de la value quand t'as envie d'extraire de la value. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de bluff en choisissant une line où tu sens que tu vas réussir à le faire fold, etc., etc. Donc, tu vas juste bien mieux t'en sortir, quoi. Ok, du coup, main suivante, on est sur Valet 6 off, table 2. Il y a un 3x de bouton, et on est dans le coup. Qu'est-ce qui s'est fait? Ah, tu penses que déjà j'aurais dû le fold, tu penses? Ouais, très largement, ouais. Pour qu'il fasse 3x pré-flop, il faut que consciemment il ait décidé d'augmenter son sizing, donc ça revient un peu à la discussion qu'on a eue en début de vidéo, où je te disais, tu peux mettre les folds, c'est la catégorie tout en bas en heads-up pré-flop, ensuite il y a les mains limpées, ensuite il y a les raises. Et dans les raises, tu peux créer des nouvelles catégories avec les min-raises et puis les raises un peu plus chères. Et plus tu vas sur des raises chères, plus tu vas être sur des... Tu sais que ça m'a fait l'exact contraire. Moi, je me suis dit, en fait, il fait quasiment il fait juste le sizing pour prendre tout à la small blind. Donc, je me suis dit que s'il voulait mettre plus, il aurait all-in. Donc, du coup, je me dis que sa main est pas si forte que ça. Ouais, non, il a envie de la jouer, mais j'ai eu le raisonnement exactement inverse, en fait. Je pense que globalement, quand un joueur fait 3x pré-flop, tu dois être beaucoup plus tight. À la fois d'un point de vue mathématique, parce que t'as des cotes qui sont bien plus mauvaises, et aussi d'un point de vue range, où ton équité contre la range qui fait 3x est pas du tout la même que contre la range qui va min-raise. Ok. Bon, là, en tout cas, on touche plutôt correctement. Ouais. Plus maintenant. Et là, un peu pareil que dans la situation avec Roi 6, t'es dans un spot où il peut rien se passer de bien pour toi. Je me dis qu'on garde, je sais pas, ces As-X, qu'il essaye de bluff, ou des trucs comme ça, ou des trucs qui ont, je sais pas, il a un carreau, où il veut le tenter. Ouais. Les paires, les paires, je sais pas, genre 7-7, 6-6, ce genre de choses. Donc je me dis, tant qu'il va être 1, je reste. Le truc, c'est que, en gros, le meilleur scénario, c'est, il a As-4 avec un carreau, par exemple. Ouais. Dans le meilleur scénario, il joue 3 rois, 3 as et 9 carreaux. Ouais. Donc, beaucoup de mains. Tu vas pas pouvoir coller un bet river. Même là-dessus, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est le scénario magnifique. Et en plus, je pense qu'il faut que tu appliques une espèce de... En fait, que tu arrives à faire le lien entre ce qui s'est passé pré-flop et ce qui se passe dans la suite du coup. Donc là, ce qui s'est passé pré-flop... Ouais, mais comme je t'ai dit, moi, j'avais eu exactement le raisonnement inverse. Donc forcément, on n'a pas la même analyse. Forcément, si tu as le raisonnement inverse, tu vas te retrouver à prendre des décisions inverses, c'est certain. Mais là, en gros, pour moi, son cœur de range, c'est des mains comme Roi-Dame, Dame-10, Valet-10, Roi-Valet, As-Roi, As-Dame, As-Valet. Effectivement, contre ça, je me fais crush. Mais pour moi, en fait, quand je joue ce coup, je me dis, il a entre As-2 et As-6, quoi, quelque chose comme ça. Et des petites paires... En fait...
et les petites paires. Un autre truc que tu peux mettre en place sur cette main, c'est ici il raise 3x et toi immédiatement tu pars du principe que c'est quelqu'un d'intelligent qui a remarqué le stack de la small blind et qui a changé son sizing d'open pour adapter sa stratégie au stack de la small blind. Dans 95% des cas, c'est juste qu'il avait envie de 3x parce que sa main lui avait l'air cool à 3x. Et il est pas en train de faire un truc particulièrement intelligent, il est juste... Ça fait beaucoup de fois qu'on me dit ce genre de choses. Il est juste en train de regarder ses cartes et de faire ce qu'il a envie en fonction de ses cartes. Mais toutes les notions de stratégie, dans la majorité des cas, elles seront pas présentes dans sa décision, à moins que tu aies identifié que c'est un joueur qui réfléchit, qui met en place des choses en fonction des informations qu'il a à la table et que tu le respectes, tu vois. Mais globalement, on est tous plus ou moins mauvais au poker avec la majorité des gens qui sont très mauvais, quoi. Ok, bon, effectivement, il avait probablement pas les mains que j'estimais. Il te dit c'est à moi. Allez, paye-le, montre-lui qui est le patron. Je vais hero call. J'estime qu'il bluffe avec As-4. Montre le panache Nel. Mais je pense que je perds vraiment beaucoup dans ce genre de pot là, où je call une bébé. Ouais. Bah, quand tu le fais avec des mains qui sont dans des situations désespérées, c'est sûr que ça te coûte beaucoup. Ouais. Alors, main suivante, on change de table pendant qu'on voit ce magnifique valet sur la table d'à côté. Du coup, tu as 7-5 off ici. Bon, t'as time out, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aurais pu directement bet turn. Le bet turn est possible, mais pas obligatoire. En fait, ce 9, il apporte beaucoup de mains supplémentaires qui vont de call. Tous les valets, tous les 10, tous les 9. Par rapport à si la turn était un 8, bah, les seules mains supplémentaires qui vont de call par rapport au flop, c'est des 8. Et sur le 9, du coup, ça rend le 9 un peu plus mauvais qu'une carte comme un 8. Par contre, tu fais un truc très bien et je t'en parlais un peu en off en début de vidéo. Bah, c'est bien, quoi. T'es assez agressif. Déjà, on voit que tu réfléchissais à le prendre à la turn, ce qui est bon signe. Et puis, tu le prends en river. Donc, super. C'était le petit point sur ton agressivité. C'est pas un coup qui est particulièrement marquant, mais c'est des coups qui rapportent tellement d'argent si on les prend de façon disciplinée et qu'on le fait quasiment tout le temps. Les gens vont beaucoup fold quand ils ont joué de cette façon. Donc, bien joué à toi. Alors, spot intéressant ici, ton adversaire a limpé, il décide de c-bet sur 9-9-2 et toi t'as valet 8. Et on voit que c'est une main qui est intéressante parce que sur les 10 par exemple à la turn tu vas gagner un peu d'équité, tu vas faire une open-ender, t'as un backdoor comme ça qui est assez clean, t'as 2 over au 2 ce qui est toujours bien, ta hauteur est pas si dégueulasse non plus. Bref, c'est une main qui a de bonnes raisons d'être continuée, mais t'es pas non plus sur une main hyper forte que tu vas vouloir amener au showdown quand t'auras l'occasion. Et du coup, ici, ça m'a l'air d'être un bon candidat à raise. Tu vas générer beaucoup de fold chez ton adversaire. Ah ouais, à directement raise là-dessus. Ouais, et je pense que c'est une bonne option ici de raise. Tu fais un petit 2.2, 2.3, pas besoin de faire très cher. Et puis tu te débarrasses, par exemple s'il a 7 et 4, soit il va pouvoir toucher à la turn et gagner le coup en l'amenant au showdown, soit il va décider de continuer à bluff et de sortir du coup. Donc tu l'empêches de réaliser son équité et tu te mets dans une situation et du coup, ça bluffe beaucoup sur ce genre de spot Ouais, bah, c'est difficile pour lui d'avoir beaucoup de mains fortes. Hein. Il y a 2-9 au flop, donc moins de chances qu'il en ait un dans sa main. Les deux, il les a pas beaucoup limpés, il va beaucoup les fold. Les récréatifs fold beaucoup pré-flop. Mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'on joue tous pareil en fait. Et moi, je me dis dans tous les cas, c'est les 9 et les 2, je les ai toujours et je les ai tous, quoi. Un des trucs les plus durs au poker, c'est de pas appliquer ta façon de penser aux autres joueurs. Mais au contraire, de réussir à identifier quelle est leur façon de penser propre. Et au début, tu fonctionnes par catégorie. Tu te dis, bon, ce type de joueur-là, inconnu récréatif, ils vont penser à peu près de cette manière. Et puis, ce type de régulier, ils vont penser à peu près de cette manière. Et ensuite, tu affines individuellement pour les joueurs que tu joues beaucoup. Et là, tu vas reprendre un bon spot de bluff pour le coup. Et je pense que ça va fold, ouais, très bien. Et le plus important dans la main, au-delà du raise flop, c'est vraiment de pas fold. Et ça, tu l'as bien fait. Ouais. Et ensuite, de prendre le bluff river. Ça aussi, tu l'as très bien fait. Donc, bravo à toi. Alors ici, t'as roi valet suité, t'open au bouton, standard. Les deux joueurs défendent. Donc, tu continuation bet. Je pense que c'est bien. T'as pas mal de value sur beaucoup de choses. Les dames, les rois, les valets, les 10. Dans tous les cas, j'ai tendance à c-bet quasiment 100% dès qu'il y a un as. Ouais. Quand j'ai open au bouton. En général, ça fait peur. Et... C'est une bonne stratégie de base, clairement. À la turn, tu continues, t'as fait assez cher. Là, les flushs sont rentrés, donc il faut quand même commencer à être un peu prudent, mais je pense que le bet turn est encore OK. Et par contre, celui river, j'aurais sans doute check.
Me semble un peu ambitieux. Tu peux pas exclure les as de sa range, tu peux pas exclure les flushs, tu peux pas exclure les straight. Tu vas faire fold pas mal les 10 quand même. Donc, t'essayes de value un valet, majoritairement. Ouais, effectivement. Que tu bloques. Et il y a beaucoup de mains meilleures que ça. Donc, petit conseil aussi pour ceux qui nous regardent. Le click back river comme ça, c'est terrifiant. Faut vraiment s'enfuir à toutes jambes et pas se retrouver à call. C'est bien. tu m'as fait peur en disant ça, j'ai cru que je l'avais call. Non. Et on a valet 8. Cette fois, tu limp. Parfait. Je crois que cette main, elle est parfaite de toute manière. C'est bête. Très bien. On deux barrels. T'hésites un peu sur le sizing. Je pense que Mipo ici, c'est bien. C'est ce que tu fais. Très bien. Et river ici, c'est une bonne façon de clore la vidéo. La première main qu'on a vue, c'était t'avais 6 et 4 suités et t'avais complètement miss value river. Parce que, je pense que un peu mal identifié la range adverse, mal identifié le fait qu'il y avait beaucoup d'as, que tu battais les 4, peu de petites paires dans la range adverse. Ici, c'est une situation un peu inverse, où il a pas d'as. Bon, de toute façon, on n'est pas en value sur un as, donc ça règle le problème. Et il a en revanche des 3, des 5, des petites paires qui, à mon avis, sont assez vulnérables quand tu pars à tapis. Sauf si t'as des reads sur le fait que c'est une CS. Si c'est une CS, bon, tu vas tout envoyer. Mais du coup, tu fais un sizing, je crois, quasiment mi-pot. Et je pense que c'est très bien joué. Il avait 10 et 5. Il a snap. Et je pense que c'était bien joué ici de pas partir à tapis. J'aurais sûrement fait un tout petit peu plus cher, mais c'était la bonne décision. Je voulais absolument garder, ces 5 et ces 3, quoi. Que le mec se dise, il a commencé à bet flop. En fait, en général, j'ai l'impression que ça réfléchit aussi beaucoup comme ça. C'est de se dire que si j'ai commencé à bet flop, c'est que j'ai touché au flop. Ouais. Et donc, si lui, il a un 5, il se dit, bon, j'ai un 5 qui est plutôt correctement kické, j'ai un 10 avec. En général, je suis devant sa range, alors que j'ai l'impression que ça réfléchit comme ça. Je sais pas si c'est moi qui me fais une idée. Tu peux préciser ce que tu veux dire exactement? Ce que je veux dire, c'est vraiment que j'ai l'impression qu'ils se disent qu'au moment où tu bêtes, c'est le moment où tu as touché. Ok. Et donc, quand j'ai commencé à bet flop, c'est que j'ai déjà ma main. Ok, ouais. Ou alors que je jouais une draw ou un truc comme ça, et comme il n'y a rien qu'à toucher, j'ai l'impression que je vais souvent garder quand même effectivement des mains comme 5, des 5 ou des 3, quoi. Ouais, je pense que tu transposes peut-être un peu ta façon de penser encore une fois, mais... Ok. Il y a des cartes à la turn qui font très peur quand même, ou à la river, si la river est un as par exemple, c'est en général des bonnes cartes à bluffer contre les joueurs récréatifs, donc... Mais j'ai l'impression que ça fait peur que si tu changes ta manière de jouer au moment où elle arrive, si tu continues de faire des petits bets, ça va rien changer, j'ai l'impression, mais si tu te mets d'un coup à t'enflammer sur un as qui tombe ou quelque chose comme ça, alors, je sais pas si encore une fois je transpose, je pense que je transpose. Ouais, je pense aussi. Je vais chercher trop loin. Bon Nel, c'était cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu as retenu un peu de... Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué un peu dans la session? Il y a 2 choses surtout qui m'ont bien marqué. C'est le fait de prendre des notes beaucoup plus précises, comme tu m'as dit au début. Ouais. Où en fait, effectivement, ça va rentrer dans des cases et ils vont jouer exactement de la même manière, les mêmes mains. Et le fait de pas call 1-1-1 sur des mains peine perdue, quoi. Ouais, ça peut... J'essaie de trouver un spot où je peux récupérer le coup, mais en fait, j'arrive pas à les abandonner. Ça peut vite coûter un tonneau. C'est clair. Ouais, franchement, c'était super intéressant, mais ça m'a fait plaisir d'être avec toi et d'avoir un peu ta vision. Je pense que tu as un avenir qui est assez prometteur, honnêtement, parce que les clés, c'est vraiment l'agressivité. Au poker, tout le monde fold trop, donc être capable d'en profiter, c'est vraiment hyper important et c'est annonciateur de belles choses pour toi, à mon avis. Merci beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un petit mot pour ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout. Si vous aussi, vous voulez rejoindre Spin Elite, vous pouvez faire candidature sur Discord, ça prend moins de 3 minutes, ou sur notre site internet, ou directement via Instagram. Il y a plein de moyens possibles et c'est super rapide. On sera ravis de vous accueillir. La vidéo a été faite sur Parion Sport. On a un nouveau partenariat avec eux. Vous pouvez trouver le lien en description. Et si vous voulez un max de rakeback, c'est ici que ça se passe. Merci à tous. Petit pouce bleu si ça vous a plu. Et à la prochaine. Ciao, ciao.